Le sommet des BRICS est en train de se dérouler à l'instant T où je suis en train de tourner cette vidéo. Et une chose qui m'a marqué, c'est principalement le discours du président de la Russie, Poutine Vladimir. Donc, dans cette vidéo, on va essayer de venir dans les détails de son discours. On va essayer de donner quelques éléments d'analyse et voir qu'est-ce que ça prévaut, bien sûr, pour la suite des événements en ce qui concerne les BRICS. Sans plus tarder, intro. Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici c'est le docteur Edextrafak de la chaîne AfroForex. Sur cette chaîne, nous parlons bien sûr de trading, économie, finance et business. Si tu n'es pas encore abonné, alors je t'invite bien sûr à t'abonner, surtout à liker et à partager au maximum avec la communauté. Pour le compte de cette vidéo, comme je l'ai dit tantôt, on va faire une analyse simple du discours que a tenu le président Poutine, n'est-ce pas, tout au long du sommet des BRICS qui est en cours d'opérationnalisation là à l'instant où je tourne cette vidéo. Donc, pour le compte de cette vidéo, je vais donc aller sur quelques points qu'il a évoqués tout au long de son discours et on va bien sûr essayer d'entrer plus ou moins en profondeur sur les analyses afin que nous sachions bien sûr comment est-ce que les choses vont potentiellement se dérouler pour les BRICS dans les années à venir potentiellement. Comment est-ce que nous, on doit déjà envisager de telles anticipations? Comment à long terme les choses pourraient se manifester? Et avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à préciser qu'il ne reste plus que 6 places pour notre programme Pro qui démarre en septembre, le programme Trading Pro Ultime qui est fait pour que vous puissiez bien sûr être bien enseigné, bien formé en ce qui concerne le trading, que vous deveniez un pro, pour que vous puissiez maîtriser de A à Z les marchés financiers, vous puissiez développer vos propres analyses par vous-même sur les marchés financiers. Arrêtez de tomber dans les signaux de trading. C'est le programme qui est fait pour vous si vous êtes sérieux à l'idée de pouvoir véritablement aller très loin dans les marchés financiers. Et bien sûr, c'est un programme où je vais m'occuper de toi. Tu auras mon numéro, je vais te suivre. C'est un accompagnement. Vous savez, ça va prendre environ 4 à 5 mois. Et bien sûr, à côté de ça, je vais te donner plusieurs stratégies de trading que tu pourras déployer sur les marchés financiers. Et par ailleurs, tu auras également des stratégies que je vais mettre en place pour pouvoir bien sûr aller te faire évaluer et afin de pouvoir décrocher des capitaux. Donc, ce sont des stratégies secrètes que je ne partage pas avec tout le monde et que tu pourras bien entendu implémenter cela à ton niveau afin de décrocher des gros capitaux et trader sereinement et pouvoir éventuellement vivre ou alors générer un revenu supplémentaire grâce au trading. Donc si tu es intéressé, n'hésite surtout pas, il ne reste plus que 6 places et les délais pour les inscriptions approchent, ça se termine d'ici le 30 août. Donc n'attends pas encore, n'attends plus parce que les places sont en train d'aller très vite et bien sûr ce sera un plaisir pour moi de m'occuper de toi. Donc si tu as besoin de plus d'infos, tu as le numéro de téléphone AfroForex en dessous. Tu as également l'adresse email d'AfroForex et bien sûr si tu es dans les groupes WhatsApp, contacte simplement les administrateurs de groupe. On va se faire le plaisir de s'occuper de toi. Ceci étant dit, je vais donc entrer dans le vif du sujet et on va bien sûr décortiquer de A à Z de la vidéo. Donc, déjà d'entrée de jeu, je vais partager mon écran ici pour soulever les points clés qu'on a pu relever ou alors que j'ai pu relever du discours principalement du président Vladimir Poutine tout au long de son élocution pour le compte du sommet des BRICS. Je tiens à rappeler que le BRICS n'est rien d'autre qu'un groupe c'est un groupe, n'est-ce pas, économique qui a été formé et qui regorge jusqu'ici le Brésil, n'est-ce pas, l'Inde, l'Afrique du Sud, la Chine et la Russie et d'autres pays ont fait une demande d'admission dans ce groupe-là, à l'occurrence ici, l'Arabie Saoudite, l'Iran et bien d'autres pays africains qui ont également sollicité d'entrer dans ces pays. En tout cas, ce groupe est actuellement en train d'être sollicité parce que actuellement, on voit en ça quelque chose de prometteur, on voit en ça une nouvelle façon de faire les choses plutôt que de vouloir tout le temps se rallier encore du côté de l'Occident ou encore des anciens, on va dire quoi, des anciennes formations on va appeler ça de groupes, n'est-ce pas, de pays dans un but de pouvoir faire contribuer à une sorte de prospérité économique. Donc,
Donc, actuellement, il y a beaucoup de pays qui voudraient du changement d'un système. Il y a beaucoup de pays qui aspirent à un changement et donc ne voudraient plus être rattachés aux États-Unis parce que jusqu'ici, le pôle qui existait était le pôle des États-Unis et beaucoup de pays ont été en quelque sorte, quelque part, obligés d'être rattachés à ce pays-là pour pouvoir faire des deals à l'échelle internationale, pour pouvoir faire du commerce international. Et bien entendu, voilà pourquoi le dollar américain était clairement considéré comme la monnaie ultime d'échange à l'échelle internationale. Donc jusqu'ici, ça l'est, n'est-ce pas? Mais avec le sommet des BRICS qui est en train de se dérouler et l'ascension alors, le vent en poupe qui est autour des BRICS, éventuellement, on pourrait assister dans les années à venir une sorte de multipolarisation dans le monde. Donc, on n'aura pas que le dollar éventuellement, mais on aura également la monnaie qui sera éventuellement mise en place par les BRICS, puisqu'ils en ont parlé déjà depuis un moment, de mettre en place une monnaie unique qui sera utilisée par le groupe de pays qui appartiendront aux BRICS. Donc, on va essayer d'aller dans le discours de Poutine parce que je pense que ce discours est stratégique, bien sûr, ça permettra de savoir en quelque sorte dans quelle optique ou alors dans quel sillage est-ce que les BRICS vont éventuellement évoluer dans les jours à venir, dans les mois à venir, dans les années à venir, compte tenu de leur agenda et compte tenu de la situation actuelle de la Russie, qui bien sûr est en train de travailler de fond en comble avec les pays tels que l'Inde, la Chine, afin de pouvoir bien sûr mettre en place déjà des bonnes fondations qui permettront de pouvoir opérer ensemble en toute fluidité. Donc déjà d'entrée de jeu, pour le discours, on a eu un premier point que Vladimir Poutine a soulevé, c'est qu'il y a eu une croissance économique notable sur les 3 dernières années. Donc, je vais mettre ici les 3 dernières années, n'est-ce pas? On va noter ça ici simplement. Dernières années. OK? Donc, on a eu une croissance notable de l'économie et il a tantôt précisé que beaucoup d'investissements ont été faits dans les actifs culturels. Ça, c'est ce qu'il a précisé tantôt. Donc, je ne fais que remettre ce qu'il a essayé de donner dans le discours. Le discours était assez intéressant. En tout cas, je l'ai suivi à plusieurs reprises pour pouvoir bien cerner certains éléments. Donc, il y a eu 3, n'est-ce pas? Il y a eu beaucoup d'investissements, n'est-ce pas? Notable dans le domaine de la culture. N'est-ce pas? De la culture. Donc, effacer. De la culture. Et bien sûr, ce domaine a vu une expansion de pratiquement de x8. Donc, en fait, les investissements qui ont été mis en place ont cru de x8 en fait. Donc, ils ont beaucoup mis en termes d'investissement dans ce domaine-là. Et bien sûr, ça a manifesté une grosse croissance au cours des 3 dernières années et principalement au cours de la dernière année. Donc, ce qui est déjà un bon point, bien sûr, pour l'économie de la Russie et bien sûr pour le grand groupe des BRICS. Donc, un deuxième point qu'il a dû évoquer, c'est le fait que les échanges commerciaux ont pris de l'ampleur, bien sûr, entre les pays alliés, n'est-ce pas, des BRICS. Donc, on a eu une croissance de pratiquement 14% d'après ma perception du discours. Donc, on a eu une augmentation de 14% dans le cadre des échanges à l'échelle internationale, des échanges internationaux, n'est-ce pas? Donc, international avec les pays amis, n'est-ce pas? Donc, ça voudrait dire en réalité que de manière globale, non seulement ils ont expérimenté, la Russie a expérimenté une belle croissance au cours des 3 dernières années, mais aussi
on a noté une augmentation de plus de 14% des échanges à l'échelle internationale. Il faut bien noter cela. Les 3 dernières années, ça part de quand? Ça part de 2020. C'est-à-dire à partir du moment où il y a eu la crise, on constate donc que contrairement à ce qu'on entendait partout dans les médias, la Russie a plutôt explosé en termes de croissance. Je dis bien explosé en termes de croissance. Ça, il faut noter ce point-là, c'est très important, ok? Parce que il faudrait pas qu'on vienne dire les choses et qu'on go directement de A à Z. Ça, je le prends clairement du discours et c'est une bonne chose que je le prenne de là directement. Maintenant, après, c'est tout à fait normal de venir critiquer par des fact-checking et autres, donc c'est normal. Mais après, il faut bien sûr dire que si on a également à côté de ça une augmentation des échanges à l'échelle internationale avec les pays amis, ça voudrait dire quelque part que la Russie est en train de s'ouvrir de plus en plus. Ça, c'est un point clair. Maintenant, est-ce que ça a créé un surplus? Oui, il a précisé tantôt qu'il y a un surplus qui potentiellement va être noté même d'ici à la fin de l'année. Donc, on pourrait dire que d'entrée de jeu, les échanges commerciaux à l'échelle internationale avec les pays amis ont été plutôt bénéfiques pour la Russie jusqu'ici. En tout cas, en ce qui concerne les 3 dernières années. Donc ça, c'est quelque chose, ça c'est un bon point qu'il faut mettre à l'actif de la Russie. Ce qui veut dire que la Russie est en train d'établir, on va dire, un contexte économique plus ou moins prospère jusqu'ici compte tenu de ces 2 premiers points. Okay? Maintenant, le 3e point qu'on va bien sûr évoquer ici, c'est l'utilisation de la monnaie de change qui va être établie pour le compte des pays qui vont appartenir aux BRICS. Donc ça, c'est un 3e point qui m'intéressait parce qu'en réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une monnaie qui va certainement faire concurrence au dollar et à l'euro. Parce que si, imaginons un seul instant, d'après leur agenda, ils établissent finalement une monnaie unique, d'accord, qui va être échangée dans tous les pays appartenant aux BRICS, n'est-ce pas? Il va avoir clairement une explosion de la demande de cette monnaie-là et donc par ricochet par effet de substitution, une baisse de la demande de la monnaie de la demande du dollar américain. Parce qu'il y en a certains pays, même en Afrique, n'est-ce pas, qui malheureusement utilisent le dollar. C'est triste, quoi, c'est triste, il faut le dire clairement. Donc, ça voudrait dire que quoi? Ça voudrait dire que si jamais ces pays-là, finalement, au lieu d'appartenir aux États-Unis, au lieu d'utiliser la monnaie américaine, utilisent plutôt la monnaie, supposons, des pays, utilisent la monnaie qui a été établie par les BRICS, ça va créer donc un effet de baisse brutale de la demande du dollar américain dans ces pays-là. Donc, vous voyez, il y a un effet, un manque à gagner qui va se créer totalement du côté des États-Unis. Donc, la valeur de la monnaie, la valeur du dollar va certainement chuter pour les années à venir. Donc, il suffit maintenant de voir si actuellement il y a des politiques qui vont être établies dans ce sens-là, dans le but de vouloir concrétiser en fait concrétiser la mise en place de cette monnaie unique là pour les pays de la BRICS, enfin des BRICS, n'est-ce pas? Donc déjà, ce qu'il a tantôt précisé, c'est que la monnaie actuelle n'a pas encore été établie, le moyen de paiement n'a pas encore été établi à l'échelle internationale, mais actuellement, il y a des procédures qui ont été engagées. Donc on va dire que c'est un bon point, donc des procédures engagées pour la mise en place des moyens de paiement à l'échelle internationale. Pour les pays membres. OK? Ok, nice. D'accord. Donc, du coup, on voit que à ce niveau, on a un point clé qui va être très, très utile. Et ça, c'est un point clé qui va certainement basculer les données.
Ça, je suis convaincu. Donc, si c'est que les BRICS mettent vraiment de l'accent sur la mise en place d'une monnaie de la sorte, il y aura clairement un gros manque à gagner que les États-Unis vont réaliser. Et ça va beaucoup pénaliser les États-Unis. Et forcément, il y aura une sorte de rééquilibrage des forces de domination, on va dire ça comme ça, ok, entre guillemets, n'est-ce pas? Donc, on va avoir d'un côté les États-Unis qui sont déjà plus ou moins bien établis à l'échelle internationale, et on va avoir de l'autre côté les pays membres des BRICS qui vont maintenant former un autre pôle, n'est-ce pas, un autre pôle économique qui va certainement rivaliser avec les États-Unis, les pays de l'OTAN, les pays du G20 et du G7 et autres. Donc, une chose est certaine, c'est que ça va certainement converger vers une polarisation, n'est-ce pas, une polarisation de l'économie dans deux clans assez bien définis. Et là, du coup, il y aura donc un effet, on va appeler ça comment? Un effet de compromis entre le choix de l'utilisation du dollar américain d'un côté et le choix de l'utilisation de la monnaie unique établie par les BRICS. Donc, ce qu'on va voir tantôt, donc, si un pays converge beaucoup plus à l'utilisation du dollar, il va éventuellement avoir il va certainement faire un compromis sur l'utilisation de la monnaie établie par les BRICS. Donc, quelque part, ça va créer ça. Maintenant, tout ça va se jouer au niveau de quoi? Au niveau des échanges internationaux, encore une fois, du commerce international. C'est-à-dire, prenons un pays africain qui a l'habitude de faire des importations de produits venant de la Chine, venant de la Turquie, venant des pays asiatiques. Clairement parlant, une chose est sûre, c'est que pour ce pays-là, il aura beaucoup plus tendance à utiliser cette monnaie qui va être établie par les BRICS. Et contrairement à ce qu'on va dire du dollar, à moins qu'il y ait des accords bloquants, en fait, on va appeler ça comment, des traités ou des engagements, des contrats bloquant l'utilisation d'une autre monnaie que le dollar ou encore l'euro, pour ce qui est des pays, par exemple, de la zone CFA. Ça, c'est un enjeu très fort qu'il faut noter et qui risque de créer beaucoup de compromis, non seulement pour les États-Unis, même pour la France et autres pays que nous connaissons, entre guillemets. Donc, ça, c'est un point. Maintenant, je pense qu'il serait bénéfique, n'est-ce pas, pour les BRICS à ce niveau de pouvoir, bien sûr, voir dans quelle mesure prendre, c'est-à-dire intégrer la majorité des pays asiatiques qui donnent avantage important, enfin qui exportent leurs produits aux pays africains jusqu'ici. Ce serait un gros avantage qu'ils auront, enfin ce serait vraiment un gros avantage qu'ils auront mis en place. Parce que, imaginons un certain instant, nous savons très bien que les pays africains importent beaucoup de la Chine, de la Turquie et donc des autres pays voisins de la zone. Ça voudrait dire que si ces pays-là commence par appartenir déjà aux BRICS, et il est clair que d'entrée de jeu, ce point est gagné et éventuellement, ça va certainement converger dans un sens où dans les années à venir, c'est clair que les pays tels que l'utilisation du dollar va être de plus en plus amoindrie. Mais ce n'est pas pour dire que les BRICS sont parfaits, ce n'est pas pour dire que les BRICS sont sains. Non, il faut faire très attention sur les accords qu'il faudra bien entendu signer à l'échelle internationale avec ces pays membres-là. Il faudra bien entendu que si des pays africains voudraient signer des accords, qu'ils prennent le temps de faire des double-checks, n'est-ce pas, sur ce qu'ils sont en train de signer pour pouvoir bien sûr avancer avec. Bien sûr, pensez toujours à l'intérêt national plutôt qu'à l'intérêt du camp d'en face. Donc voilà, c'est clair, c'est net, c'est précis, c'est les règles de base. Donc que au moins les personnes qui partent faire les négociations soient vraiment des personnes claires et assez sérieux en ce qui concerne la gestion ou alors les intérêts nationaux. Donc ça c'est un point très important. Ok, donc du coup un autre point qui a été évoqué, n'est-ce pas, par le président de la Russie, c'est tout simplement le fait que on peut noter clairement une grosse croissance on peut noter une grosse croissance
des activités qu'ils ont mis en place en ce qui concerne la logistique, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc, il y a beaucoup de choses à faire encore en ce qui concerne la gestion de la logistique au niveau des ports, au niveau des douanes et autres. Donc, je pense qu'il a essayé d'évoquer ce point-là en disant que non, il y a encore beaucoup de problèmes à ce niveau de gestion de logistique. C'est clair que ça peut causer beaucoup de problèmes en ce qui concerne les échanges internationaux, mais il y a des efforts qui vont être mis en place pour pouvoir résoudre le problème. D'accord? Donc, beaucoup encore à faire. Beaucoup à faire pour la gestion de la logistique, n'est-ce pas? Donc, ça c'est un point. Et bien sûr, un autre point important, très important, que je trouve que il a plutôt, je pense que c'est assez important, non seulement pour la Russie, mais pour tous les pays, je pense, même pour les pays africains, là actuellement, qui pour ma part est un enjeu clairement du moment, c'est de pouvoir bien sûr former beaucoup de jeunes et beaucoup de spécialistes, n'est-ce pas, dans les domaines de l'industrie et principalement dans le domaine des high-tech. Je crois qu'il a évoqué ce point en insistant clairement que le domaine de la technologie sera clairement le domaine principal dans lequel il faut former beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes, n'est-ce pas? Il faut former beaucoup de compétences dans ce sens-là pour pouvoir bien sûr s'établir sérieusement, prendre avantage de ce qui est en train de se mettre en place actuellement dans le domaine de la technologie à l'échelle globale. Donc ça c'est un point extrêmement important parce que vous pouvez voir qu'il y a une grosse évolution de l'intelligence artificielle, il y a beaucoup d'évolution de la blockchain et si tu n'es pas mis à jour en ce qui concerne les up-to-date, les nouveautés, n'est-ce pas, qui sont en train de se mettre en place dans ce domaine-là, tu risques d'être un peu largué et tu seras quasiment obsolète. Donc, je pense que c'est un point très important que n'importe quel pays devrait déjà penser à mettre en place un plan stratégique qui va certainement non seulement permettre de comprendre qu'est-ce qui se passe, mais surtout de pouvoir développer des outils, développer des structures qui vont éventuellement prendre avantage de la technologie qui est en cours. L'avantage de la technologie, c'est que c'est un domaine qui est assez ouvert et donc n'importe qui de n'importe où dans le monde peut en réalité faire des découvertes et le plus rapidement possible s'il y a un peu de ressources. Et surtout qu'il n'y a pas de barrière à l'entrée. Donc, il suffit déjà que ces personnes-là soient déjà formées de manière basique. Et puis, après, pour des questions de recherche et développement, forcément, ça va demander des personnes passionnées, des personnes qui sont prêtes à prendre le risque, des personnes qui sont véritablement impliquées dans la maîtrise des mises à jour technologiques qu'on peut voir apparaître un peu de partout dans le monde, que ce soit dans le domaine de la blockchain, que ce soit dans le domaine de l'intelligence artificielle et bien d'autres. Donc voilà, c'est clair que ça c'est un domaine stratégique que n'importe quel pays doit focuser dessus. Donc on va noter que formation intensive, n'est-ce pas? Intensive des jeunes dans le domaine, dans l'industrie globalement et dans les high-tech précisément, principalement. Donc, pour moi, c'est un secteur stratégique que tout pays doit véritablement considérer là à l'instant où on parle parce que les choses sont en train d'évoluer de manière fulgurante et sincèrement, si certains pays sont à la laisse, il y a des écarts mais monstrueux qui vont se créer encore. Il y a des gaps économiques qui vont se créer de manière drastique et ce serait dommage. Donc, les jeunes gagneraient à se lancer, les gouvernements gagneraient à
prendre avantage de ce moment-ci pour former intensivement le maximum de personnes dans le domaine de la technologie. L'avantage, encore une fois, c'est que tu peux être au Cameroun, tu travailles pour quelqu'un qui est aux États-Unis dans le domaine de la technologie. C'est très possible, c'est fortement possible. Tu es, je sais pas, en Côte d'Ivoire, tu travailles pour quelqu'un qui est en Angleterre et bien d'autres. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut véritablement développer à fond dans n'importe quel pays africain. Ça, il faut insister là-dessus. Bien sûr, il a parlé d'un point sur la santé et d'un point concernant l'industrie de l'armement, qu'il y a également des efforts en termes d'investissement qui sont en train d'être mis en place dans ce domaine-là, parce qu'on voit bien qu'on ne peut pas avoir une économie sans l'industrie de l'armement. Il a insisté là-dessus, et on ne peut pas avoir une économie sans la santé. Donc, c'est tout ceci qui entre dans ce qu'on appelle l'économie durable. Ok? Donc, dans le secteur de l'armement, et le secteur de la santé, n'est-ce pas? Donc, il y a des activités qui sont il y a des investissements qui ont été mis en place et qui sont en cours et qui sont en train d'être suivis. Bon, donc il n'est pas entré dans tous les détails, mais moi aussi je ne vais pas entrer dans tous les détails à ce niveau, mais on sait très bien que pour un pays, investir dans l'armement, investir dans le secteur de la santé, c'est stratégique, ok? C'est stratégique dans le sens où ça permet de pouvoir protéger le pays, tout à fait normal, tout à fait légitime. Bien sûr, le secteur de la santé, on ne peut pas avoir d'économie durable sans avoir des personnes en bonne santé. Ça, c'est un must. Donc, il n'y a pas de discussion là-dessus, d'accord? Donc, il a tantôt précisé qu'il y a des investissements qui ont été mis en place pour pouvoir rétablir certains hôpitaux, rénover certains hôpitaux. Bon, je ne vais pas entrer dans tous ces détails-là, ce n'est pas nécessairement totalement utile. Mais d'un point de vue stratégique, on sait très bien que c'est un point clé de l'économie pour pouvoir bien sûr avoir une sorte d'économie durable à long terme. Donc voilà. Donc le septième point que je vais bien sûr préciser ici, c'est le fait qu'il ait insisté sur le fait que ils doivent établir en fait une viabilité des marchés financiers. Les marchés financiers ont été beaucoup trop négligés, et donc ils prévoient clairement mettre un accent sur la viabilisation des marchés financiers afin de pouvoir contribuer, afin que la population puisse investir bien sûr dans les actions des entreprises qui sont dans leur pays et bien d'autres. Donc, ce qui permettra bien sûr non seulement de pouvoir viabiliser les marchés financiers de son pays, mais aussi de viabiliser les marchés financiers pour tous les pays membres des BRICS. Parce que une chose qu'on peut noter bien sûr en ce qui concerne les marchés financiers, c'est que les marchés qui sont les plus vivaces, les plus dynamiques, c'est ceux qu'on peut observer du côté des États-Unis. Lorsque les marchés ouvrent du côté des États-Unis, on peut bien voir qu'il y a une dynamique puissante. Même du côté de l'Europe, c'est pas aussi ça. D'accord? Donc, il y a une dynamique assez présente. Ça voudrait dire que la culture des marchés financiers est assez développée du côté des États-Unis. Et bien sûr, Poutine entrevoit mettre en place des actions, des politiques qui permettront de pouvoir développer clairement les marchés financiers et qui permettront bien sûr de pouvoir investir dans les entreprises qui sont déjà établies dans la bourse du côté de la Russie, non seulement, mais aussi éventuellement dans les pays de des BRICS. Donc, c'est dans cette optique-là qu'il a intervenu, donc viabiliser les marchés financiers. Donc, et encore une fois, je tiens à rappeler que quand on investit sur les marchés financiers, quand on achète des actions d'entreprise, c'est dans le but de pouvoir contribuer à ce que ces entreprises-là prospèrent. Donc, les entreprises ont donc la chance ici que tout le monde, monsieur, madame, tout le monde peut investir dans une partie de l'entreprise afin que l'entreprise prospère davantage. Voilà, c'est ça le point. Donc, il y a des entreprises qui ont besoin de financement et il y a des populations qui ont
besoin d'investir. Et donc, du coup, les deux se matchent dans un marché pour pouvoir, bien sûr, satisfaire l'un et l'autre. Voilà, c'est ça un peu l'idée des marchés financiers, pour faire simple. Ok? Donc, un autre point qui va éventuellement être utile, c'est de développer, en fait, c'est-à-dire mettre en place des mécanismes qui vont éventuellement être utiles pour pouvoir, on va dire, accroître en fait la demande, accroître en fait les emplois. Donc, il va falloir mettre en place des investissements massifs, d'après ce qu'il a dit. Il va falloir mettre en place des investissements massifs afin de pouvoir résoudre le problème du chômage. Pour résoudre le chômage. Voilà. Donc, ça, c'est un point clé qui est important. Bien sûr, il n'a pas oublié l'inflation qui est actuellement visible dans l'économie. Donc, on peut voir qu'il y a l'inflation actuellement. Donc, l'inflation, donc résoudre le problème de l'inflation, protéger les épargnes du ménage. Ça, c'est ce qu'il a tantôt précisé dans son message. Protéger l'épargne du ménage avec la montée en puissance de l'inflation. D'accord? La montée des prix. Donc, je tiens à préciser que lorsque l'inflation augmente, la valeur de la monnaie baisse. Ça, c'est quelque chose qui est standard. Okay? Dans une économie standard, lorsque l'inflation augmente, on perd en termes de pouvoir d'achat. C'est-à-dire, si j'avais 1000 francs CFA et que j'avais l'habitude d'acheter du riz, des arachides avec le poisson pour pouvoir faire de la nourriture, du riz sauce d'arachide, bien sûr, s'il y a inflation, l'huile a augmenté, le prix du poisson a augmenté, le prix du riz a augmenté. À ce moment-là, avec mes 1000 francs CFA, je ne pourrais plus acheter pour les mêmes quantités que j'avais l'habitude d'acheter. Donc, j'ai perdu en termes, enfin, mon argent a perdu en termes de pouvoir d'achat. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, il va mettre en place des mécanismes pour pouvoir protéger l'épargne. Donc, c'est une façon de dire qu'il va tout simplement mettre en place des mécanismes ou alors des politiques pour lutter contre l'inflation. Et une façon de lutter contre l'inflation, c'est tout simplement augmenter les taux, augmenter les taux d'intérêt. Bien sûr, tout ça là, ça demande un arbitrage assez délicat. Si jamais on voit que les taux sont déjà très élevés, ça peut aussi poser un problème. Donc, il faut toujours faire un arbitrage à un certain niveau. D'accord? Donc, du coup, ça c'est un point. Et de manière globale, il a tantôt précisé que pour avoir en fait une économie, on va dire une économie durable, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est en guise de conclusion. Donc, économie durable. Économie durable. Je vais effacer ça. Voilà. OK. On a besoin de se concentrer sur 3 points principaux. Bon, là, ça, c'était en guise de résumé. Viabiliser les marchés financiers. Deuxième point, établir une croissance de la productivité, donc la croissance économique principalement, donc accroître la productivité. Et bien sûr, en troisième point, établir une croissance du secteur industriel, donc de la manufacture, donc de la transformation. OK? Ok, donc voilà un peu les 3 points sur lesquels il a résumé un peu son propos en disant que bien sûr, il n'a pas oublié la santé, donc le secteur de la santé. Donc du coup, on comprend qu'ici, il y a plusieurs axes qui vont être intéressants à travailler dessus. Et bien sûr, il a insisté sur le fait qu'il y a non seulement la formation des jeunes
dans le domaine des high-tech, de la technologie principalement, il va falloir bien sûr fiabiliser beaucoup même les marchés financiers afin de pouvoir financer les entreprises. Donc ce sera un mécanisme pour financer les entreprises établies. Donc c'est une très bonne chose d'ailleurs. Il va falloir accroître la productivité. Ceci passera bien sûr par la croissance du secteur industriel principalement. On sait très bien que le secteur industriel, le secteur de la transformation, qui est aussi appelé secteur secondaire, est le secteur le plus costaud dans une économie en général. Donc, du coup, ça, c'est les points clés que le président de la Russie a tantôt soulevés. Bien sûr, quelles sont les implications en ce qui concerne les BRICS? Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que, entre autres, les BRICS vont certainement chercher à développer donc des marchés financiers et rendre ces marchés financiers beaucoup plus perceptibles à l'échelle internationale. Ça, c'est un point qui va certainement faire que les BRICS soient beaucoup plus viables. Un autre point qui est clé dans cette affaire, c'est tout simplement de pouvoir avoir une monnaie unique qui va certainement créer bien sûr une belle concurrence avec le dollar. Donc ça, ce serait un point assez intéressant à suivre parce que si déjà la création de la monnaie est faite et ce qui est, je pense, est prévu pour cette année-ci, en espérant que les choses ne changent pas, n'est-ce pas, je regarde par ailleurs, ça pourra déjà créer beaucoup d'effervescence bien sûr en ce qui concerne les compromis que les gens vont devoir établir sur le choix ou non du dollar pour les prochaines années à venir. Donc ça, c'est un point qui est extrêmement important. Donc on va suivre ça de près, on va suivre les autres discours, on va suivre les autres éléments qui vont être évoqués au fur et à mesure pendant ce sommet-là afin de pouvoir bien sûr voir qu'est-ce qu'il y a lieu de pouvoir faire, à quoi on doit s'attendre concrètement pour la suite des événements. Mais déjà, ce qu'on va noter, c'est que le domaine de la technologie ne sera pas négligé. Donc, il faut déjà garder ça en tête. Le secteur de l'industrie de manière globale ne va pas être négligé. Les marchés financiers ne vont pas être négligés. Et bien sûr, on va citer ici encore le secteur de la santé et le secteur de l'armement ne vont surtout pas être négligés. Mais là, j'ai cité les gros points. J'espère que la vidéo a été intéressante. J'espère que tu as pu capter pas mal d'éléments ici parce que il est question de pouvoir bien sûr suivre ce genre de situation, ce genre de contexte qui prévaut à l'échelle internationale afin de pouvoir bien sûr savoir comment est-ce que les grandes tendances vont se produire dans les années à venir. Et ça permet éventuellement de voir sur quoi est-ce qu'on peut s'investir à moyen long terme pour pouvoir bien sûr prendre avantage des marchés financiers étant donné la situation. Ceci étant dit, je te remercie d'avoir regardé la vidéo. Si tu as aimé la vidéo, prends le soin de partager au maximum. Prends le soin de liker la vidéo et prends le soin de poser tes questions en commentaire. Et surtout, si tu es intéressé par le programme de formation pro, c'est le moment ou jamais de pouvoir nous contacter le plus rapidement possible afin de pouvoir te positionner, afin de pouvoir saisir ta place. Bien sûr, tu nous contactes par WhatsApp, tu nous contactes par email. Ce sera un plaisir pour nous de pouvoir s'occuper de toi. Ainsi s'arrête la vidéo. Je te remercie d'avoir regardé et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!